suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui afin de partager discuter un peu sur le problème de l'énurésie, qui est un problème de santé publique. Je l'ai intitulé Diagnostic facile parce que le diagnostic n'est pas difficile du tout. Par contre, la prise en charge, croyez-moi, elle est astreignante. Voilà. Un peu de l'histoire. Alors, déjà décrit par les Égyptiens, donc en 3500, l'énurésie était connue donc, depuis la nuit des temps. Et dans la période gréco-romaine, Aristote déjà se posait la question sur pourquoi est-ce que les jeunes mouillent-ils plus souvent leur lit que les vieux? Et déjà, il incriminait peut-être l'hypothèse que le sommeil était peut-être responsable. Après, dans la civilisation byzantine, on a Paul Eugène a incriminé le col vésical comme étant peut-être la cause et préconise du vin, du chaud et de l'huile comme thérapeutique. Au Moyen-Âge, bien sûr, c'était le temps des supplications et des prières. D'ailleurs, la Sainte Catherine Alexandrie, vierge chrétienne, a été martyrisée pour son aide aux énurétiques. Voilà. Ensuite, dans les années donc la Renaissance, on a déjà commencé à parler de la faiblesse du col de la vessie. En 1544, on a parlé de la thérapie d'organes, c'est-à-dire face à l'énurésie, on préconisait donc de la vessie d'animal pulvérisé, de l'intestin de souris ou de cervelle. Dans les temps modernes, il y a l'esprit anatomique. Tom Dixon a remarqué qu'il y avait une efficacité des ventouses appliquées sur le sacrum des énurétiques. Mais après également, il y a eu d'autres hypothèses. Desvergy incriminait l'abus du plaisir, d'amour, qui pensait que ça conduisait à l'incontinence. Et au XIXe siècle, il y a eu le progrès de la physiologie et l'observation clinique, l'hérédité et l'anatomie. Et là, ils ont avancé deux hypothèses qui restent jusqu'à l'heure actuelle d'actualité. C'est la capacité vésicale réduite, peut-être, et la polyurie relative dans l'énurésie. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que la propreté chez l'enfant, elle est acquise, mais de façon progressive. Et c'est très compliqué puisque vous avez des centres, donc on est propre à l'âge de 4 à 5 ans. Il y a des centres qui sont donc au niveau du cerveau, il y a plusieurs centres au niveau du... Et puis il y a des centres au niveau de la colonne vertébrale, sympathique et parasympathique. Tout cela pour dire que quand on parle de l'énurésie, il faut savoir ce que c'est que l'énurésie comme définition. Il y a l'âge qui va rentrer en ligne de compte. C'est une miction qui est normale, complète, inconsciente, qui survient durant le sommeil chez un enfant âgé de moins de 5 ans. Donc on ne peut pas parler d'énurésie quand l'enfant n'est pas encore propre. Ça, c'est la première limite. Deuxièmement, quand on parle de l'énurésie, on dit énurésie secondaire lorsqu'il y a une reprise d'une incontinence pendant le sommeil après 6 mois de contrôle, c'est-à-dire que l'enfant était propre. En moins 6 mois, apparaît le symptôme, on dira énurésie qui est secondaire. L'énurésie primaire, par contre, c'est l'incontinence pendant le sommeil sans contrôle de la miction préalable. Cet enfant n'a jamais été propre. Quand on parle de l'énurésie primaire isolée, veut dire qu'il n'existe aucun autre symptôme, en particulier diurne. Et je vais aller un peu lentement parce que là, il y a un gros problème dans la pratique. Le diagnostic différentiel, c'est l'incontinence urinaire. C'est-à-dire qu'on a observé que dans la pratique, on mélangeait un peu qu'est-ce que c'est qu'un enfant énurétique, qu'est-ce que c'est qu'un enfant incontinent. Ce n'est pas la même chose. Pour essayer de résumer, très vite, l'énurésie se passe la nuit, pendant le sommeil, pas le matin. Si l'enfant ne se retient pas le matin, ça veut dire qu'il a des problèmes d'incontinence. Mais un enfant incontinent est peut-être énurétique. C'est ça la difficulté. Bon, je vous parle de l'énurésie. L'énurésie nocturne secondaire, c'est elle qui est la plus fréquente. Quelques chiffres, une prévalence de 9,2 pour les enfants âgés entre 5 et 10 ans,
La prévalence diminue avec l'âge, on le sait. La rémission spontanée, elle se fait, 15% par an environ. Les garçons sont plus souvent concernés que les filles. Et il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été réalisées vis-à-vis de ce problème qui montrent que souvent ce symptôme est banalisé. Il y a souvent il y a une attitude attentiste vis-à-vis de ce symptôme et il y a surtout une diversité dans la prise en charge. Il ne faut pas oublier que l'énurésie va avoir des répercussions sur l'enfant. C'est un gros problème psychologique, sur le développement psycho-affectif. Là, donc, cet enfant va avoir un repli sur lui-même, il est anxieux, il peut avoir des problèmes à l'école, il y a des problèmes relationnels avec les parents, il y a également une perte de l'estime de soi, et ça, il faut en tenir compte. Alors, pourquoi on est énurétique? On est énurétique, il n'y a pas de réponse claire, mais il y a eu des hypothèses avancées. L'hérédité, oui, parce que quand vous faites l'interrogatoire, souvent, ils vont vous dire, la maman vous dit, le grand frère, l'oncle. Donc, il y a une notion d'hérédité, mais qui n'est pas très clairement démontrée. On sait que lorsque les deux parents présentent le même problème, le risque, il est important, il est de 77%. Également, les troubles du sommeil, très souvent, on dit, peut-être qu'il y a un problème de sommeil, parce que les parents vous disent, quand je réveille l'enfant, il a fait pipi au lit la nuit, il est dans les vapes, il n'est pas... Alors on a incriminé le sommeil, mais en réalité, les études qui ont été faites par rapport au sommeil ne trouvaient pas d'anomalie par rapport aux autres enfants. Après, donc l'environnement, oui, l'éducation rigide est un élément qui a été avancé. Certains événements tragiques ou un choc émotionnel étaient également rapportés. Les autres facteurs, il faut le savoir, par exemple, dans certaines pathologies psychiatriques, on va dire, il peut y avoir beaucoup d'énurétiques, les troubles également, constipation et tout, parce qu'il y a un attouchement et une compression de la vessie lorsqu'il y a des troubles donc, digestifs, et ça peut-être entraîner une énurésie, ça a été avancé, mais ce qui est important à savoir dans la pratique, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une capacité vésicale réduite, probablement elle est incriminée dans l'énurésie, et peut-être également une sécrétion d'ADH qui est réduite. En effet, il y a des études qui vont montrer que, regardez, la sécrétion de l'ADH pendant le nictémère, et surtout pendant la nuit, de 21h à 6h du matin, en principe, chez les enfants contrôle, il y a un pic. Les enfants qui sont énurétiques, on a démontré qu'il y a peut-être une perturbation du rythme circadien avec une diminution de la sécrétion la nuit. Ça a été quand même démontré. Alors, face à une énurésie, quels sont les examens à faire? Mon message, c'est de ne rien faire. Si vous avez posé le diagnostic qui est clinique, qui est facile, en principe, aucun examen. Et dans la pratique, on voit quand même que certains vont avoir une échographie, ceux qui vont avoir une glycémie, ceux qui vont avoir, je ne sais pas, des examens, mais en principe, le diagnostic, il est facile quand on a fait un bon interrogatoire et aucun examen n'est utile pour le diagnostic. Le seul problème, je pense, le message important, c'est d'en faire un diagnostic précis. C'est l'interrogatoire qui est important. Pensez au diagnostic différentiel, bien sûr. Si vous avez un enfant qui peut-être est énurétique, mais qui a des problèmes, quand vous dites, et le matin, comment il se comporte cet enfant de 5-6 ans? La maman vous dit, la fille, elle est bien, ou le garçon, il est bien, il n'est pas incontinent, il se retient, il va à la miction plusieurs fois, il n'y a aucun problème. C'est la nuit qui fait pipi au lit. Vous pouvez avoir un autre langage, c'est-à-dire la maman vous dit, oui, il fait pipi au lit, mais le matin, la fille ne se retient pas. Elle a ce qu'on appelle Urge syndrome, elle a une impériosité. Et ça, c'est l'incontinence, il faut faire très attention. C'est deux choses qui sont vraiment différentes, qui peuvent coexister. Alors, il faut voir s'il ne s'agit pas d'une incontinence, parce que l'incontinence, c'est un trouble mictionnel qui est différent et qui va nécessiter une approche différente. Voir l'énurésie, si elle est monosymptomatique ou associée à une incontinence, on en a parlé.
Alors, comment on va prendre en charge cette énurésie? Alors, il y a une enquête déjà ancienne, de 2000, qui avait montré que 20% des médecins n'avaient émis aucune suggestion, que certains vont utiliser de l'oxybutunine. L'oxybutunine, c'est le ditropon. Ceux qui vont utiliser la desmopressine, un quart. Ceux qui vont utiliser l'imipramine, dans 12%, et faible utilisation des alarmes. Donc vous voyez que la prise en charge, déjà, elle n'est pas standardisée, elle n'est pas la même. Alors, quel traitement efficace dans l'énurésie? Quelles sont les armes thérapeutiques? Les règles hygiéno-diététiques, toujours en premier, ils sont indispensables, et ça permet donc un entretien avec les parents, plusieurs consultations, leur expliquer tout ce qui est règles hygiéno-diététiques, on reviendra sur ça tout à l'heure. Ensuite, il y a les alarmes. Les alarmes, c'est quoi? C'est des dispositifs qu'on va mettre avec un capteur au niveau, donc, chez l'enfant, et puis relier un capteur. Et lorsque l'enfant va faire pipi, les premières gouttes, le dispositif va sonner. C'est ça ce qu'on appelle les systèmes d'alarme. Vous avez le traitement médical. Le traitement médical, c'est la desmopressine, c'est le Minérin. Surtout, ne pas utiliser la voie nasale qu'on n'utilise plus maintenant dans l'énurésie. Mais par contre, la voie lyophilisée, on va vous dire, on va vous montrer tout à l'heure comment faire. Vous avez les antidépresseurs qui ont été utilisés, l'imipramine. On verra s'ils sont dangereux ou pas. Et bien sûr, quand on parle de l'énurésie, il y a toujours le côté psychologique. C'est très important dans la prise en charge qu'elle soit multidisciplinaire et au centre qu'il y ait quand même un psychologue. Et c'est pour ça que j'ai dit que la prise en charge elle est un peu astreignante. Le pédiatre seul prescrire un médicament, ce n'est pas ça la prise en charge de l'énurésie. C'est un ensemble d'intervenants qui vont faire avancer les choses et le psychologue en fait partie. Alors, les règles hygiéno-diététiques, c'est toujours indiqué en premier. Ils font partie du conditionnement. Pourquoi? Parce qu'elles incitent l'enfant à prendre conscience du problème et à se sentir impliqué dans la prise en charge. Vous les connaissez tous. Quantité de boissons adaptée réduite la soirée. Dernière, donc 1 heure avant le coucher. Dernière miction juste avant d'aller au lit. Ne pas mettre des couches. Obtenir une motivation et la collaboration de l'enfant. C'est important. Pour les alarmes, le principe des alarmes est ancien. Donc en 1904 déjà, les premiers alarmes ont été fabriquées, si vous voulez. Et elles permettent une anticipation à la prise de conscience donc, du besoin donc chez l'enfant. Tout émet un signal qui doit être interrompu par l'enfant. Il faut les proposer entre 7 et 8 ans, parce qu'avant c'est difficile. L'enfant doit être suffisamment motivé. Et on a noté que les échecs étaient corrélés à la motivation de l'enfant et non pas au dispositif lui-même. L'efficacité a été démontrée dans les alarmes et le délai d'action, parfois, il y a un retard. On n'obtient pas un résultat immédiatement par... Le seul problème des alarmes, c'est leur disponibilité, mais surtout également le problème de remboursement de ces alarmes. Quant à la desmopressine, alors la desmopressine ou la vasopressine, on l'appelle 1-désamino-8-D-arginine. Bon, c'est très simple, on va dire c'est une analogue à la DH. Et on a remplacé donc le 1, vous allez le voir de toute façon, utilisé depuis 1968 dans le diabète insipide central. La première utilisation, c'est en 1977 dans cette indication de l'énurésie, donc 10 ans après environ. Et après, tout était basé justement sur les travaux de Nergar qui ont été faits et qui avaient parlé, qui avaient démontré dans ces études le concept d'insuffisance relative de la sécrétion de la DH. Le mode d'action, 1-désamino, c'est 1. Pourquoi on dit 1? Parce qu'il y a une désamination de l'hémicystine N-terminale, voilà la structure de la DH, en position 1, ce qui va permettre d'avoir un effet antidiurétique 4 fois plus que par rapport à la DH, et la durée d'action plus prolongée, c'est ce qu'on veut avoir. Et la deuxième chose qui a été faite, 8D. 8D, ça veut dire substitution de la L-arginine, c'était L, et on la substitue par le D-arginine en position 8. Pourquoi? Pour ne pas avoir l'effet vasopressif de la DH, donc on supprime l'effet vasopressif, et du coup, on aura une molécule
qui va nous donner un effet antidiurétique qu'on a recherché, une durée d'action prolongée et pas d'effet vasopresseur parce que pouvait donner des effets secondaires. Alors, voilà, donc, on a noté donc une bonne tolérance. Les effets secondaires sont mineurs quand même, ça a été noté. Le seul problème de la vasopressine, il faut faire attention, c'est les vomissements, les céphalées, parce que ça peut entraîner une hyponatrémie et il faut toujours faire attention à ça. Les antidépresseurs, l'imipramine. L'imipramine a été utilisé depuis les années 60. De nombreuses études ont fait la preuve de son efficacité. Alors, l'imipramine, comment elle va agir? C'est un antidépresseur cyclique. Mais comment elle va agir? Le mécanisme d'action n'est pas très bien connu, mais on pense qu'il y a deux effets. L'effet anticholinergique périphérique, qui va diminuer la capacité vésicale, et il y a une diminution de l'excitabilité du muscle de la vessie, le détrusor, ce qui va entraîner une augmentation de la compliance vésicale. C'est le but qui est cherché. On diminue la capacité vésicale et on augmente la compliance pour empêcher qu'il y ait donc une énurésie. Sauf qu'il y a de gros problèmes avec ce traitement, c'est que le taux plasmatique, il est efficace et pas très loin de la dose toxique, toxique. Il y a une variabilité intra- et inter-individuelle et vous avez des effets toxiques majeurs. Les effets toxiques majeurs, c'est surtout cardiaques, neurologiques, hallucinations. Et même s'il n'y a pas d'effets toxiques, il y a des effets secondaires et qui sont également importants. Alors, bien sûr, la prise en charge psychologique, je ne dirais pas beaucoup de choses, mais je dirais qu'elle est indispensable. Et il faut savoir que l'énurésie elle-même peut donner des problèmes psychologiques, et parfois des problèmes psychologiques profonds sont la source donc de cet événement. Et là, vous aurez besoin donc du psychologue qui va vous aider à démystifier et regarder un peu plus, parce que le médecin ne sait pas le faire. C'est le psychologue qui va l'aider à tout ça. Nous avons présenté les armes thérapeutiques, mais on peut se poser la question sur quelle est l'arme ou les armes thérapeutiques les plus efficaces réellement. Pour répondre à cette question, il faut revenir sur les méta-analyses. Alors les méta-analyses, regardez, déjà en 2003, il y a donc une méta-analyse, et cette méta-analyse va comparer la desmopressine, va voir un peu les antidépresseurs et voir un peu les alarmes, quelles sont les meilleures ou le meilleur arme thérapeutique. Alors pour cela, il va falloir regarder les critères de jugement, comment on va juger. C'est qu'au début, est-ce qu'il y a 14 nuits sèches consécutives? Par la suite, est-ce qu'il y a un succès à long terme? C'est lorsqu'on arrête effectivement le traitement. Est-ce qu'on a encore un résultat? Mais toujours, bien sûr, safety, c'est-à-dire efficacité. Mais il faut regarder toujours les effets secondaires. Alors, regardez, lorsqu'on prend la desmopressine, ça a été démontré que par rapport au placebo, il y a un effet qui a été démontré. Mais le problème, c'est que quand on arrête la desmopressine, l'effet n'est pas supérieur au placebo. C'est bien, les effets secondaires, nous les avons vus il y a peu, donc c'est bien toléré, mais attention à l'intoxication à l'eau. Lorsqu'on prend les antidépresseurs tricycliques, oui, ils ont un effet, effectivement, qui a été démontré. Il n'est pas supérieur au placebo, c'est comme donc, la desmopressine, mais le gros problème de ces traitements, c'est le risque de surdosage qui est mortel, les effets indésirables qui sont fréquents. Quand on prend les alarmes, les alarmes, on est surpris que les alarmes vont donner un effet qui est, par rapport au placebo, oui, et cet effet immédiat, il est plus important que la desmopressine et les antidépresseurs. Et puis, même l'effet à long terme, quand on arrête, on voit que 61% des enfants sont toujours secs à 3 mois. Les rechutes à 9 mois sont moins probables qu'avec la desmopressine. Le seul problème, c'est que ça nécessite un délai plus important pour devenir sec. Il faut qu'il y ait une motivation de l'enfant. Ça a été corrélé, donc, les résultats avec la coopération de l'enfant.
Alors, également, il y a une étude qui est très intéressante qui a dit finalement, et si on comparait la desmopressine aux antidépresseurs. Et là, effectivement, il y a eu une équivalence dans les résultats, sauf qu'il y a eu beaucoup d'effets secondaires par les antidépresseurs tricycliques. Et puis là, ANES, c'est de l'agence d'accréditation de la santé en 2003, disait que finalement, à partir de ces méta-analyses, la synthèse de ces méta-analyses et après estimation du rapport bénéfice-risque, deux thérapeutiques pouvaient être utilisées. On peut utiliser la desmopressine et les ALA. Donc ce traitement, il vaut mieux ne pas le donner parce qu'il a beaucoup d'effets secondaires. Alors comment en pratique on va faire la prise en charge? Alors la prise en charge, ce qu'il faut faire dans les médias, ce qu'il faut faire plus tard et ce qu'il ne faut pas faire. Ça, il faut le retenir. Ce qu'il faut faire dans les médias, c'est les règles hygiéno-diététiques, un calendrier mictionnel et peut-être également la prise en charge psychologique. Ce qu'il faut faire plus tard, c'est les systèmes d'alarme et le traitement. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prescrire les antidépresseurs tricycliques ou des anticholinergiques. Ça, c'est une erreur. Alors pourquoi on fait comme ça? C'est juste pour vous dire, attention, l'énurésie, je pense le message fort, l'énurésie, ce n'est pas le traitement médical qui vous règle le problème. Ce qu'il faut faire plus tard, ça, il faut les discuter plus tard. Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'approche de la prise en charge. Vous avez des armes thérapeutiques, mais les traitements, c'est toujours après. Donc la prise en charge, bien sûr, vous savez qu'il faut rassurer, déculpabiliser, les mesures du comportement comportemental, on en a parlé, et il faut mettre un calendrier mictionnel. Tous dans la pratique, vous savez comment le faire. Donc il faut consigner tous les résultats, il faut collaborer avec l'enfant, l'intégrer dans la prise en charge, lui dire comment, quand il n'a pas fait pipi, donc c'est le soleil si vous voulez, et quand il fait pipi, c'est la pluie. On peut trouver des astuces comme ça pour le motiver. Mais par contre, ce que je pense qui est important, c'est cette réflexion. Il faut savoir qu'il y a deux types d'énurésie nocturne isolée. On a dit tout à l'heure, il peut s'agir parce que la vessie est petite, ou bien, non, la vessie elle est bien, mais c'est la sécrétion d'ADH le soir qui est réduite. Alors comment je vais savoir? Alors ce n'est pas important de doser l'ADH et les examens, non. Alors vous allez commencer par les mesures hygiéno-diététiques pendant 2 semaines. Si vous avez bien expliqué, vous allez avoir des résultats. Si vous avez des résultats, c'est l'amélioration et voire disparition des signes, ou bien une amélioration, eh bien vous êtes probablement devant une vessie qui était réduite. Donc il faut continuer les règles hygiéno-diététiques. On va s'arrêter à là, ce n'est pas la peine d'aller vers les traitements. Par contre, si vous avez un échec des mesures hygiéno-diététiques qui sont bien sûr bien conduites, bien compris par les parents, il y a une persistance des signes, vous allez discuter de mettre le traitement médical. Alors, si vous avez posé l'indication, prescrire et surveiller le traitement par le minérin, il faut savoir qu'il est contre-indiqué à moins de 6 ans. La forme du minérin, il vaut mieux donner le minérin melt lyophilisé. Donc, c'est une dissolution instantanée sous la langue, sans goût, sans lactose, ne nécessite pas de prise d'eau et il a une action antidiurétique moyenne de 8 heures. C'est des boîtes de lyophilisat de 60 microgrammes et donc vous allez la dose de départ, c'est 120 microgrammes en une seule prise le soir. Il faut faire attention aux effets, bien sûr. La desmopressine entraîne une réabsorption hydrique au niveau rénal avec pour conséquence une rétention hydrique. Attention, débuter le traitement avec des posologies faibles, augmenter progressivement et prudemment, respecter la restriction hydrique et administration sous la surveillance d'un adulte. Donc il faut faire très attention au début du traitement. Je vous propose un schéma pratique. Voilà, vous allez commencer par la dose de 120, parce qu'on n'a pas la présentation de 120, on a la présentation de 60, donc ça va être 2 comprimés, lyophilisés. Si la réponse est complète, vous allez dire, qu'est-ce que c'est qu'une réponse complète? C'est lorsque vous avez une réduction du nombre des nuits mouillées supérieure à 90%. Et cela, vous allez le voir sur le calendrier mictionnel. Il faut continuer le traitement pour une durée totale de 3 mois. Le traitement, c'est minimum 3 mois. Si la réponse est incomplète, réduction du nombre de nuits mouillées est inférieure à 90%, il faut
se dire peut-être c'est une dose qui n'est pas suffisante. Il faut augmenter par palier de 60 microgrammes en fonction de la réponse au traitement jusqu'à 240 microgrammes. Avec un intervalle, vous allez augmenter chaque semaine entre chaque palier d'adaptation posologique. Donc il faut aller doucement. Je finis. Pour vous dire, l'énurésie, ce n'est pas une maladie. Ça, c'est important. Ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme qui est fréquent. Il faut le reconnaître. Comment? Avec un bon interrogatoire et le différencier de l'incontinence. Faites attention, les problèmes sont là. Aucun examen complémentaire n'est utile. La prise en charge, ce n'est pas prescrire un traitement. Ce n'est pas une seule consultation. Vous n'allez pas avoir des résultats. C'est une consultation qui doit être répétée avec les parents, avec l'enfant. Et c'est mieux qu'elle soit multidisciplinaire, avec le psychologue qui va vous orienter. Le traitement, d'abord les règles hygiéno-diététiques. Le traitement médical se discute par la suite. Et ne pas oublier de dire quand même aux parents que c'est un symptôme qui va disparaître avec le temps. Voilà, je vous remercie.